Bonjour, aujourd'hui je vous propose une interview avec Florence Guyot. Florence, c'est la présidente de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. Je vous ai déjà parlé de la plateforme citoyenne quand j'ai parlé des violences obstétricales et gynécologiques. Et donc j'ai trouvé ça hyper pertinent justement d'aller rencontrer Florence pour qu'elle puisse présenter un peu plus en détail la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, mais surtout vous parler d'une formation pluridisciplinaire qui va être destinée justement à tous les professionnels autour de la périnatalité et qui va s'organiser justement dans les semaines qui arrivent. Le e-learning va commencer, puis ce sera aussi des parties en présentiel. Donc le e-learning elle sera réalisé pendant les mois d'août et de septembre. Et puis les séances en présentiel sont prévues pour fin septembre, à partir du 21 septembre. Donc je vous laisse découvrir cette interview et je vous donnerai plus d'informations après l'interview. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Bonjour Florence. Bonjour Mélissa. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler avec toi de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, qui je pense gagnerait à beaucoup être connue et reconnue. J'ai un peu parlé de votre plateforme justement quand j'ai parlé des violences obstétricales et gynécologiques, et je me disais que c'était un plus justement de te rencontrer et d'avoir l'opportunité de t'interviewer. Donc je ne sais pas si tu pouvais déjà peut-être te présenter et puis justement présenter la plateforme. Oui, avec plaisir. Donc moi je suis maman de 2 enfants et c'est par cette expérience-là que je suis arrivée à côtoyer la plateforme qui se créait au moment de ma 2e grossesse. Et j'ai été fort interpellée par toutes ces questions-là et la question du choix des femmes et du respect de leur choix. Et de cette prise de conscience que ça pouvait parfois être un peu une loterie en fait, que ça dépendait vraiment de l'équipe sur qui elle tombait, des pratiques d'un lieu ou d'un autre, et donc ça m'interpellait vraiment en me disant mais il y a quelque chose de pas très juste en fait là-dedans, ce qui a motivé mon engagement. Moi je n'ai pas de formation médicale, donc j'ai une formation en communication et gestion de projet. Pour faire large. Et depuis le début, j'ai pas mal mis les mains dans le cambouis, et quand on est passé en ASBL en 2017, donc la plateforme s'est créée en 2014, depuis 2017, je suis la présidente de l'association. Eh ben, quel beau mandat déjà, et oui. Quel bel engagement. Ça c'est sûr, mais ce qui me touche le plus, c'est toute cette énergie collective, très on est au sein de l'association, on n'est vraiment pas sur des débats d'idées où on s'oppose et où c'est conflictuel, mais vraiment sur le mode discussion où chacun a son éclairage à apporter. Et moi ça m'a vraiment beaucoup porté de voir tout ça, et je m'émerveille toujours de cette capacité à discuter ensemble, à chercher le compromis ou la meilleure solution, et à se respecter les unes les autres. Ouais. Moi j'ai participé à quelques réunions de la plateforme citoyenne et j'ai trouvé ça vraiment à chaque fois très intéressant. Et alors ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y avait autant des avis qui étaient dus peut-être à des histoires, etc. Mais il y avait autant aussi
des professionnels, mais aussi des citoyennes, justement, qui parlaient, qui montaient la voix pour dire nous, en fait, on veut vivre différemment les naissances, on demande plus d'égalité finalement, parce que ça devient inégal, ce que tu décrivais justement en disant ça dépendait de qui nous accueille, où est-ce qu'on accouche, dans quelles conditions, etc. C'était hyper intéressant justement de mêler tout ça. Et moi, en tant que professionnelle, j'ai été nourrie justement par ces rencontres à la plateforme. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Après, ça me demandait un temps un peu trop grand pour m'impliquer plus, mais j'ai trouvé ça vraiment super. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à la plateforme, mais voilà. Qui sait. Qui sait. Welcome. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites par la plateforme. Je me souviens, au tout début, il y avait 4 thèmes qui étaient fort développés, avec des rencontres qui avaient été faites un peu partout en Belgique. Donc initialement, vraiment la pierre angulaire de la motivation à créer cette association, c'est de dire qu'il n'y a aucune association qui travaille sur le champ du plaidoyer, en disant au niveau politique, il y a des choses qui doivent changer, ça ne doit pas être juste dépendant d'une personne ou éventuellement d'une équipe, parce que dès que les gens changent dans cette équipe, en fait, les choses se reconstruisent, et on voulait vraiment agir au niveau plus global. Et puis, par la force des choses, pour agir de manière plus globale, il faut aussi que les gens soient au courant, sinon le changement ne percole pas. Et donc, dès le départ, on a réfléchi en disant, si on veut une situation, entre guillemets, idéale de la naissance, qu'est-ce que ce serait nos revendications? Et donc, on a vraiment construit 4 revendications différentes pour dire, si on agit sur ça, on va avoir tel type de changement. Donc, par exemple, une des premières revendications, c'est de dire on veut que les femmes soient au courant, qu'elles aient accès à l'information complète sur comment ça se passe un accouchement. Et donc, par exemple, on demande qu'il y ait des animations EVRAS, donc c'est tout ce qui est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il m'en manque peut-être un, mais voilà. On vous explique votre cycle menstruel en rénové, en distribuant des échantillons de Tampax, merci. Mais ce serait chouette qu'on présente un déroulement d'accouchement et si possible pas les clichés des films où les femmes perdent pied, sont hystériques, sanglées au lit, le mari est tétanisé dans une autre pièce et c'est l'équipe médicale qui sauve la situation. Et donc on voudrait construire d'autres imaginaires et que les femmes aient accès à cette information, de dire comment ça se passe, quels sont les différents types d'interventions, est-ce qu'il y a des alternatives, quels sont les professionnels qui peuvent m'accompagner pendant une grossesse. En Belgique, on a très fort la culture du gynéco, mais on pourrait dire qu'il y a les sages-femmes, qu'il y a peut-être des kinés, qu'il y a peut-être des doulas, il y a quand même pas mal de professionnels qui peuvent agir soit en préparation de grossesse, soit dans le suivi après, et finalement les femmes sont peu au courant de ça. Et dans la même mesure, où est-ce que je peux accoucher? Quels sont mes choix? Et est-ce que je peux changer au dernier moment si je me rends compte qu'il y a un truc qui ne me convient plus? Donc ça, c'est un exemple d'une de nos 4 revendications. Donc il y a l'information, il y a l'accès aux chiffres et aux statistiques des différents lieux. Si tu ne sais pas choisir, si tu ne sais pas si dans tel hôpital on pratique 5% de césarienne ou on est à 40%, tes probabilités de le vivre sont totalement différentes. Une complémentarité des professionnels de santé autour de la femme et un renforcement de leurs compétences. Je réfléchis, évidemment, il m'en manque une 3e. C'était il y a longtemps. Oui, en fait, elle reste là en sous-jacent, mais c'est vrai qu'on a beaucoup agi sur d'autres choses. Et alors, sur l'utilisation aussi de pratiques médicales qui soient actualisées au goût du jour. Donc, c'est-à-dire, si les EBM, donc les Evidence-Based Medicine, déconseillent ça, il y a peut-être une raison, donc changeons nos pratiques. Il y a la même chose sur la question du consentement et la loi droit du patient. Cette loi existe depuis plus de 20 ans. Force est de constater qu'on n'y est pas encore à tous les niveaux, dans son respect ou même dans sa diffusion. Donc voilà, mais je suis frustrée de ne pas retrouver ma 3e qui me manque là. La 4e, elle reviendra peut-être. On a encore un peu de temps, donc ne t'inquiète pas. Ok.
Je sais aussi, et j'y ai participé, que vous avez fait justement une demande de témoignage et une enquête vis-à-vis justement des accouchements en Belgique francophone, juste avant et pendant et après le Covid. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça à ce moment-là finalement ? En fait, il y a eu deux choses. Depuis le début des actions de la plateforme, on se dit il y a des violences gynécologiques et obstétricales, il y a un constat que ça ne va pas, mais sans arriver à le chiffrer, et en même temps sans pouvoir passer à côté en se disant bon, ça doit être 5% des accouchements. L'intuition, c'est que c'était plus conséquent, mais sans pouvoir le chiffrer. Et le discours, c'était toujours non, mais nous, on n'est pas comme en France, c'est mieux en Belgique, tout va bien, ne vous alarmez pas, ça va. Circuler, il n'y a un peu rien à voir, vous montez aux barricades pour rien, quoi. On se disait, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas ces chiffres. Et puis, quelque part, pas au démarrage du Covid, mais on a été quand même fort sollicité par des femmes qui disaient, mais moi, on m'impose le port du masque pendant mon accouchement, ça me fait peur, quels sont mes droits, comment est-ce que je peux m'y opposer? Et en se disant, on est quand même dans une intrication où on dit le droit du patient, quelque part, il doit consentir à tout acte médical. Est-ce que ça ne vient pas bousculer parfois les protocoles? Et est-ce que ce port du masque est légitimé alors que l'OMS dit que quand on fait une course ou une course à pied, il ne faut pas porter le masque? Et on sait que l'accouchement est fort physique, donc c'est très questionnant. Et donc là, on a lancé quelques actions pour dire comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut informer les femmes. Parce qu'au final, c'est à la petite débrouille. Chacune se retrouvait face à une équipe qui répondait une fois ça, une fois autre chose. La situation était complexe. Je pense que tout changeait assez journalièrement quasiment. Oui, voilà. Les professionnels étaient aussi dans une confusion et dans un stress. C'était aussi une période complexe pour eux. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des témoignages qui étaient inquiétants. Donc on a quand même eu 1 ou 2 témoignages de femmes qui ont été séparées de leur bébé à la naissance parce qu'il y avait une suspicion de Covid. Mais ils étaient au courant de rien. Il n'y avait personne qui faisait le lien avec ce bébé. Ils ne pouvaient plus sortir de la chambre. Et donc ils n'avaient pas de tire-lèvres, enfin tu vois, ils étaient arrivés naïvement à l'hôpital et puis tout, ils étaient dans un engrenage où ils avaient de prise sur rien et c'était compliqué. Et il y a eu un appel à subsides pour examiner comment le Covid augmentait ou pas les violences faites aux femmes. Et on s'est dit, en fait, peut-être qu'en soumettant un projet là-dedans, parce que la plateforme n'a pas de fonds, hein, donc nos financements réguliers, c'est les cotisations à 15 €, donc autant dire que c'est pas grand-chose. Et là, on a rentré un appel à subsides où on a été reçu. On était accepté pour ce projet en se disant, en fait, on veut examiner quel est l'impact du Covid sur les conditions d'accouchement et le vécu des femmes, mais pour pouvoir comparer et dire s'il y a une aggravation ou quelque chose qui est neutre ou que ça s'améliore, il nous faut des données avant. Et donc, on a utilisé aussi ce questionnaire pour dire quelles sont les données avant pour la période d'accouchement hors Covid. Et donc, ça nous a permis d'avoir, pour la première fois en Belgique, une enquête sur le vécu des femmes. Parce que sinon, il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce que ça a donné ? Beaucoup de choses. Donc, d'abord, le truc... Donc, pour respecter une autre étude... dans le dossier qu'on devait remettre, on devait dire quel espoir on avait en termes de taux de participation. Donc, à l'échelle de la Belgique francophone, sur cette période de temps-là, nous, on espérait 500 réponses complètes à notre questionnaire. Questionnaire qui fait 20 minutes en ligne, c'est quand même pas l'outil le plus sexy quand tu es dans une période de maternité. Clairement, c'est compliqué. Donc, premier résultat, d'abord, on a eu un succès incroyable, c'est-à-dire qu'on est presque 6000 femmes qui ont voulu participer et 4226 qui rentraient dans les critères de l'enquête, donc c'est-à-dire qui ont accouché dans la bonne période de temps, qui ont plus de 18 ans et qui ont été au bout du questionnaire. Donc déjà rien que ça casse la baraque.
Ce qui est génial, c'est que ces 4226 femmes, elles nous font un échantillon presque parfait en termes de périnatalité belge. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans le même taux de grossesse gémellaire, dans le même taux de césarienne, enfin voilà, tous ces aspects-là. Les deux difficultés qu'on a, c'est immanquablement les personnes qui sont pas bonnes francophones, donc probablement soit d'origine étrangère, soit avec un niveau de diplôme inférieur. Là, on a constaté qu'il y avait un biais de sélection parce qu'au final, ces deux publics-là sont moins représentés. Mais quelque part, ça s'explique assez vu que c'est un questionnaire qui a circulé sur les réseaux sociaux. Deuxième grosse surprise, c'est qu'en fait, on a probablement toutes déjà complété un questionnaire en ligne. Les petits espaces où on peut mettre préciser si vous voulez, ajouter un truc si vous voulez. Moi, généralement, j'essaye de les skipper en disant bon, allez, on va au bout du questionnaire, on fait sa BA comme on dit, et c'est bon. Et là, c'était l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié de notre échantillon, donc plus de 2000 femmes qui ont utilisé ces espaces-là pour laisser du texte, commenter en plus, mettre leur témoignage. Et elles ont aussi été plus de 2000 à dire je veux être au courant des résultats, donc ça m'intéresse. Et donc là on voit vraiment qu'il y a un besoin que le vécu des femmes soit recueilli, entendu et qu'on en fasse quelque chose parce que il y a un manque quoi. S'il y a un besoin comme ça, c'est qu'il y a un manque. Donc ça c'est vraiment les gros chiffres. Après ce qui a été intéressant et positif, c'est que il y a eu quelques données sur le Covid. Donc, par exemple, il y a eu une imposition de sortes de tests qui n'étaient pas pertinents. C'est-à-dire qu'il y a des femmes à qui on a, au lieu de faire un test PCR, c'était un scanner pulmonaire pendant qu'elles étaient enceintes. Mais donc, là, on sait que ça augmente le risque de cancer du sein de manière plus significative que si on n'est pas enceinte. Là, on s'est dit, c'est quand même pas génial, quoi. Et assez sûr qu'on n'a pas expliqué ces répercussions-là aux femmes, ni à leurs conjoints, parce que c'est toute une famille qui est impactée quand même. Donc il y a eu des petites données comme ça. Globalement, ça nous a semblé moins conséquent que ce qu'on pensait. Alors je ne minimise pas le vécu des femmes, mais en tout cas sur la manière dont les accouchements sont déroulés, on n'a pas vu une augmentation flagrante de violence en tant que telle ou de situation. Par contre, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de répercussions dans le postpartum qui a été moins visibilisé par notre enquête aussi parce que nous, c'était vraiment autour de l'accouchement qu'on se questionnait. Il y a quand même eu, je pense, 90% des femmes qui avaient accès à une visite à domicile après l'accouchement. Donc les 90% n'ont plus eu cet accès-là via l'ONE. Et là, on voit qu'en fait, les femmes ont trouvé d'autres moyens, mais qu'elles ont dû se débrouiller elles-mêmes pour avoir ces visites-là. Et donc, ça leur a demandé des efforts supplémentaires. Mon intuition, c'est qu'elles l'ont fait pour leur bébé, mais peut-être pas pour elles, alors qu'elles en avaient tout aussi besoin. Mais bon, là, c'est spéculatif de ma part. Alors, les autres éléments qui ont été super intéressants, c'est que on avait posé des questions sur le consentement. Est-ce qu'on vous a demandé votre consentement pour tel acte, tel acte. Et là, on s'est rendu compte que le consentement, mais c'était peut-être pas une vaste blague, mais un vrai mirage, quoi. Donc, on est à, je crois, 40% des actes qui sont expliqués quand on les fait. Et je pense que dans ceux-là, on est à 50% où on demande le consentement. Donc, on voit bien qu'en cascade, c'est dérisoire et c'est minime. Il y a eu une autre grosse prise de conscience, c'est que si on pose la question « Avez-vous vécu des violences obstétricales ?» comme ça, les femmes, elles disent non. Mais si donc on a fait toute une liste à puce de « Est-ce que vous avez eu ça pendant votre accouchement ?» Et donc il y avait, je sais pas moi, est-ce que vous avez eu une épisio, une césarienne? Et alors il fallait cocher oui, non. Est-ce que vous avez eu un point du mari? On expliquait ce que c'était. Est-ce que vous avez eu une expression abdominale? On expliquait ce que c'était. Est-ce que vous avez eu des actes à vivre? Donc c'est-à-dire que l'anesthésie n'a pas bien fonctionné ou pas du tout. Et puis il y avait violence physique, violence verbale et violence psychologique.
Et là, on a vu qu'on arrivait donc avec ces 6 critères de violence-là, c'est-à-dire donc les actes délétères, le point du mari, l'expression abdominale et on va dire les actes à vif, et les 3 violences physiques, psychologiques et verbales. Là, on était à 40% de femmes qui en avaient expérimenté au moins une de ces 3 violences-là, parfois plus. Et donc ça, c'était les premiers chiffres qui permettent de catégoriser les violences gynécologiques et obstétricales. Parce que quelque part, on n'a pas accès au dossier des patientes. On doit les croire sur parole, sur leur vécu. Elles sont rarement notées en fait. Enfin, je veux dire, on ne note pas les violences obstétricales sur des dossiers. Oui. On ne marque pas qu'on a fait un point du mari. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est noté. Et d'ailleurs, quand les femmes cherchent des informations par rapport à ce qui s'est passé, elles sont souvent déçues parce qu'il y a peu d'informations dans leur dossier médical par rapport à ce qu'elles ont vécu. Oui, clairement. Et donc ça, c'était super interpellant. Donc on s'est dit, ah oui, on est quand même à ce niveau-là. Et alors, on a poussé les analyses plus loin, c'est-à-dire qu'on avait décidé de poser des questions sur la situation... je ne sais plus comment on dit ça, mais bref, pouvoir quantifier le revenu, l'origine sociale ou ethnique et ainsi de suite. Les données sociologiques. Oui, voilà, toutes les données sociologiques, merci. Pour voir un peu s'il y avait des différences de traitement en fait. Et là où on a été interpellé, c'est que une femme qui peut avoir une couleur de peau qui peut amener une discrimination. Donc c'était vraiment comme ça que c'était formulé dans l'enquête parce que on voit que le taux de violence augmente. Et là, on n'était que sur les actes délétères, donc c'est-à-dire le point du mari, l'expression abdominale et les actes à vif. Donc on n'avait même pas pris en compte les autres types de violences. Donc que sur ça, on était à 1 sur 5 dans la population générale belge, je vais dire. Et là, on augmente pour la couleur de peau, on augmente si, je crois que là on monte à 2 femmes sur 5. J'ai un doute. Je ne les manipule plus autant. Donc, pardon. Donc si elle a une couleur de peau qui amène à une discrimination, là on monte à 1 femme sur 3. Wow. Donc on est à 30%. Si elle a un niveau d'études du secondaire ou inférieur, on a 1 sur 4. Et alors là où on ne s'y attendait pas, et en même temps, quand on baigne un peu dans le milieu périnate, on s'en doute, mais on ne pensait pas qu'on le chiffrerait. Donc là, c'était interpellant. Si elle vient de la province de Liège, on est à 1 sur 4. Parce que dans les professionnels du secteur, en tout cas pour ceux qui se posent des questions sur la bientraitance obstétricale, il y a une intuition ou il y a un constat de dire non mais à Liège c'est un peu plus complexe. Et là ça se marquait. Et donc il y a eu ce constat-là vraiment sur les violences obstétricales. Et comme on a eu un très gros échantillon, qu'on avait demandé aux femmes où elles accouchaient dans le suivi du questionnaire, on a pu se permettre de faire des statistiques pour certaines maternités, pas pour toutes. Donc on s'est donné un plafond en disant en dessous de 50, on ne peut pas faire de généralité, ça devient trop limite. On avait cherché un peu les chiffres des maternités pour avoir un peu le nombre d'accouchements qu'elle avait, mais on n'a jamais eu accès à cette information-là. Les coopérations ne sont pas toujours bien établies. Pas au niveau des maternités, mais là c'est le CEPIP qui n'a jamais voulu nous les donner. Donc ça situe que parfois les blocages sont à différents niveaux. Et on a pu classer ces maternités et voir qu'elles avaient des pratiques très très variables d'un endroit à l'autre, qu'on pouvait avoir, 13% de points du mari dans certaines. Oui, je pense il doit y avoir des gynécos qui sont plus enclins à, à avoir certaines pratiques. Ah oui, complètement. Donc, dans d'autres endroits. Oui, c'est ça. Il y a une maternité qui a 13%, tandis qu'il y en a une autre qui a 0%. Et alors, ça permet de voir aussi que quand on a parfois certaines mauvaises pratiques, on a plus tendance à en avoir d'autres aussi. Et quand on a, à l'inverse, des bonnes pratiques, on a plus tendance aussi à avoir des bonnes pratiques.
Mais c'était quand même interpellant parce que si on prend les 6 violences dont j'ai parlé, ben, on arrive à un score moyen de 40% pour la Belgique. La maternité qui s'en sort le mieux, ben, elle est à 29%, on va dire. Donc, il y a quand même 10% en moins, donc c'est 11% en moins, donc c'est quand même positif. Tandis que celle qui a les plus mauvais chiffres, ben, on a presque 54%. Et donc, c'est plus qu'une femme sur deux. C'est plus qu'une femme sur deux. Et donc, nous, on a vraiment utilisé tous ces chiffres pour dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Parce que ben, on additionnait ça aussi. Après, là, c'est pas catégorisé comme violence obstétricale, mais on montrait aussi l'utilisation des instruments, l'épisiotomie, ben, le fait d'avoir le droit de boire, ou le droit de manger, ou le choix de la position. Ben, là, on voit vraiment qu'on peut être avec des écarts incroyables, quoi. Le droit de manger, dans certaines maternités, ben, on a 61%, donc quand même chouette. Tandis qu'à d'autres, ben, c'est 0%, quoi. Donc, et on se dit, ben, aujourd'hui, les recommandations scientifiques, elles le montrent qu'il n'y a plus cette nécessité-là. Et donc, comment ça se fait qu'un service complet, une équipe complète reste là-dedans, quoi. Moi, c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est la connexion avec les données scientifiques et la mise en pratique sur le terrain, où on reste dans des pratiques qui n'ont plus de fondement, parce que ben, les autres choses, elles ont évolué, donc les principes d'anesthésie, ils ont évolué aussi, donc voilà. Et donc, suite à cette grosse enquête, ben, on a écrit des recommandations politiques, donc ça faisait partie du travail de l'enquête, et puis on a fait toute une diffusion et on a essayé vraiment de porter ça à différents niveaux. Donc on a rencontré des partis politiques pour leur présenter, leur expliquer. On a ben voilà, les chiffres sur les maternités. Ça a été ça a fait l'objet de beaucoup de débats au sein de la plateforme, parce qu'on a de nombreuses femmes qui nous ont dit, bon, vous savez, donnez-nous les noms. Des maternités. Pour qu'on soit transparent, en fait. C'était au-delà de ça, vous savez, et vous nous laissez aller au casse-pipe. Ah oui. Et ça, faut quand même se l'entendre dire, et en même temps se dire, bon, quelle est notre responsabilité ? On est une petite ASBL, on a pu engager une chercheuse pour ce travail-là. C'est vrai qu'on a un super échantillon, mais dans quelle mesure est-ce qu'il est représentatif de la pratique d'une maternité sur tous ces accouchements ? Si on donne le chiffre, est-ce que c'est une garantie que si la femme va à telle adresse, elle sera bien traitée ? Ben, en fait, non. Ou à l'inverse, que si elle va là-bas, on va la charcuter, non plus. Et donc, est-ce que c'est au service des femmes si on publie les noms ? Et qu'est-ce que ça va potentiellement créer ? Alors, ça a été très frustrant, mais donc on a décidé de ne pas publier ces chiffres. Par contre, on n'a pas décidé de rien faire. Donc on a rencontré des sénatrices, les sénatrices, les cabinets des ministres qui ont bien voulu nous recevoir, donc c'est-à-dire le cabinet d'Alain Marron, pour expliquer ces chiffres et dire on réclame une transparence des pratiques. Donc on a demandé au CEPIP de publier ces chiffres, parce qu'en fait, eux, ils les ont. Systématiquement, ils les ont. Ils n'ont pas le vécu des femmes, mais ils ont au moins les taux de césarienne, les taux d'épisio, peut-être bien la position pour l'accouchement. Non, c'est pas repris dans... c'est pas repris dans le document que moi je remplis. Donc, je peux te le dire. Voilà. Mais voilà, ils ont accès quand même à déjà une base d'infos qui aujourd'hui n'est pas publiée. Il faut savoir qu'en Allemagne, les chiffres sont publiés. Donc tu vas à l'accueil d'une c'est public, quoi. C'est public. Tout le monde a accès à mais ça. Même tu vas à l'accueil de l'hôpital, tu demandes les statistiques, ils te les donnent, quoi. Donc c'est vraiment même pas un tabou, c'est la base de l'information qu'on donne, quoi. C'est le premier échelon du choix éclairé. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a... Donc on a au total 26 maternités où on a plus de 50 accouchements. Il y a, je crois, 34 maternités en Belgique francophone. Peut-être qu'il y a eu des fusions depuis. Et ce qu'on a fait pour ces 26 maternités, on a cherché après le chef, donc le gynécologue chef d'obstétrique, la sage-femme chef des sages-femmes, le chef pôle mère-enfant et le service communication, en disant voilà, on vous communique vos chiffres à vous. Donc sur notre tableau, vous êtes la ligne numéro 1 telle.
C'est vrai que la plateforme a des moyens d'action qui peuvent être parfois frustrants ou irritants, mais quelque part on œuvre tous dans une même optique, c'est que les accouchements se passent bien et qu'ils soient bien vécus. Et donc, si vous voulez, on est à votre disposition pour échanger sur cette enquête et ces chiffres, parce qu'au final, vous communiquez vos chiffres, c'est aussi une manière de vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe pour les femmes, en fait. Et potentiellement, si vous le souhaitez, de vous améliorer si vous en avez envie, quoi. Et les réponses ont été bonnes? En fait, on a eu 6 réactions. 2 genre j'accuse réception de votre truc, 2 c'est n'importe quoi votre enquête entre guillemets, merci bonsoir quoi, et plutôt 2 ou 3 autres, j'ai un doute maintenant, une qui proposait une rencontre en disant merci de nous avoir échangé ça, c'est super, et une autre qui disait c'est intéressant, est-ce que vous avez des outils d'évaluation pour les équipes? Et là, on s'est retrouvé un peu limité à nos moyens et nos missions, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop les aider à cheminer là-dedans. Et donc, ils ont demandé s'ils pouvaient remplir eux-mêmes le questionnaire pour voir un peu quel type de questions, à quel type de questions les femmes avaient été confrontées, parce que je crois que ça a un peu interpellé de se dire comment est-ce qu'ils ont obtenu ces données-là. Après, les femmes savaient pourquoi est-ce qu'elles témoignaient en soi. Oui, mais je pense que de la part des soignants, se dire comment est-ce qu'ils ont eu ce chiffre d'expression abdominale, est-ce qu'ils ont posé la question, ou dans la manière dont le questionnaire était rempli, est-ce qu'il n'y a pas eu un biais de sélection pour toutes les femmes qui ont un mauvais vécu? Alors que, nous, on a été très attentifs de jamais mentionner violence obstétricale dans le communiqué de presse, dans la communication qui entourait l'enquête, en disant c'est pas ça qu'on veut, c'est le vécu des femmes sur leur accouchement et leur grossesse, et de ne pas mettre des prismes et des biais de sélection, et de communiquer le plus largement possible. C'est-à-dire que moi j'ai cherché tous les lieux de crèche en page Facebook pour dire vous voulez pas relayer notre enquête, on a relancé à Arlon, à Neuchâteau, à Verviers, que sais-je, pour être sûr de couvrir un maximum et d'être dans une réalité la plus neutre possible, quoi. Donc voilà. Par contre, je sais que certains soignants ont vraiment exploré un peu pendant l'enquête ce questionnaire, et que ça a amené des débats dans des équipes, parce que on demandait est-ce que vous avez consenti à la césarienne ou pas, et du coup ça renvoyait la question de mais ça veut dire que j'aurais pu dire non. Et cette question-là, même au sein de professionnels de la périnatalité, les psychologues ou quoi, ça a fait discuter les équipes entre elles en disant en fait on ne devrait pas demander ça, ou on devrait. Oui, et en même temps, quel choix elles ont réellement, les femmes, même si elles ne le souhaitent pas sur le moment? Comment est-ce que les choses leur sont présentées? Oui. C'est un vaste sujet. Mais de ce fait-là, mais en fait, ça amène à beaucoup de questionnements sur beaucoup de sujets, sur la manière en fait d'aborder les patientes, les familles, de comment est-ce qu'on communique justement pour être dans un vrai choix éclairé, et la question du consentement pour tous les actes. Je pense qu'on est dans un moment tellement vulnérable pour les femmes. Et je pense que pour les équipes, il y a un enjeu et une crainte au niveau médico-légal qui est tellement forte qu'on en arrive à ces situations d'abus sur les patientes et sur les familles, parce qu'on est dirigé par la peur, en fait. Et dire, en fait, vous savez, en fait, les gens, ils pourraient quand même dire non. Après, c'est qui porte la responsabilité de la patiente a dit non. C'est ça la difficulté chez eux, je pense. Et c'est ce que... On peut en débattre autant qu'on veut, mais il n'y a aucun soignant qui à la base a décidé de devenir gynéco, pédiatre ou sage-femme pour se dire je vais devenir maltraitant et commettre des actes qui vont être traumatisants pour les familles et pour les femmes et pour les bébés. Mais dans la réalité, tu le dis toi-même, on a des hôpitaux où c'est presque 54%, dans la moyenne on est à 40%, c'est des chiffres qui sont énormes. Ouais. En fait, je pense que ici, actuellement, on travaille sur un projet de formation soins périnataux respectueux
comprendre les violences et les prévenir, qui est à destination des professionnels de santé. Et l'idée, c'est de se donner des clés pour bien comprendre ces mécanismes à l'œuvre, de voir aussi qu'on n'est pas dans une responsabilité purement individuelle, voire rarement individuelle. En fait, la mécanique d'organisation des soins va favoriser quelque part des situations qui ne sont pas idéales. Le fait qu'on soit en sous-effectif, oui, bien ça sûr. ne te donne pas en le temps. sous-effectif ou à effectif très tendu là, pour être au minimum, c'est ça. Mais Mais le problème, c'est que on peut dire que c'est dû à la structure et à la manière dont ça fonctionne, mais on peut quand même pas nier la personne qui en elle-même a posé l'acte. Non. Donc, mon propos, c'est pas de dire que... pas de quantifier la responsabilité, mais je pense que il y a quand même un engrenage autant individuel que structurel qui fait qu'on est un peu pris dans une situation ou dans une habitude de travail. Et c'est là où je voulais venir, c'est qu'en fait, pour cette formation, on cherche vraiment largement des pistes de solutions, d'outils de prévention et ainsi de suite. Donc, au Canada, il y a quand même une chaire, donc chaire universitaire, qui est dédiée à la prise de décision partagée. Donc, au plus moi j'explore cette question-là, au moins j'aime la notion de consentement, parce que tu consens quelque part au pouvoir de l'autre sur toi, qui en fait est dénoncé finalement. Le terme ne devrait pas être celui-là. Et eux, ils utilisent beaucoup plus la question de la prise de décision partagée, que je trouve... là, on est dans une égalité, en fait. Et on est dans... moi, je suis le professionnel, j'ai des connaissances, j'ai un avis, parce qu'il y a aussi une tendance à dire, je vous ai donné toute l'info, en fait, vous débrouillez, mais je suis plus responsable de rien. Ce qui n'est pas juste non plus, en fait. Le professionnel, il a des compétences, il a une expertise, et il a un savoir, donc... Et quelque part, il doit rester partenaire dans le trajet de soins de la personne. Et la personne, elle est experte de son histoire à elle, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit, de comment fonctionne son corps et de certaines préférences. Et ça va aussi faire partie de comment est-ce qu'on peut mieux guérir quand on a une histoire. C'est de savoir qu'il y a une expérience du patient aussi. Et donc, ce mécanisme-là est vraiment intéressant. Et en fait, mon impression aujourd'hui, c'est que au Canada, ils ont déjà beaucoup implémenté cette culture de la décision partagée. Ils sont face aux mêmes difficultés économiques qu'en Belgique, au niveau de la gestion des soins de santé, au niveau de la pénurie des professionnels. Et donc, ils ne vont pas faire l'impasse sur la question de la prise de décision partagée parce que culturellement, c'est déjà ancré chez tout le monde, autant dans la population que dans les soignants. Par contre, en Belgique, on essaye de mettre en place cette culture-là, sauf qu'on est déjà dans de la tension économique et de temps. Et donc, ça va être très compliqué de maintenir ça comme objectif, alors qu'on ne te donne pas le temps d'avoir du consentement. Mmh. Et donc, culturellement, on a 2 changements à faire. C'est prendre conscience de ces situations de violence et aussi se dire que le consentement, ça ne peut pas se faire en 5 minutes, entre 2 portes, que si tu veux être dans un consentement même, peut-être pas tacite, mais si la femme te dit oui, mais que tu vois que les jambes se referment et que le périnée est tout fermé, c'est pas un vrai oui. Mmh. Donc tu ne devrais pas aller plus loin que ça et prendre le temps mais est-ce que... si tu as fait ça pendant tes consultations, est-ce que tu n'as pas dénoué des situations plus compliquées le jour de l'accouchement? Et donc, la question du consentement, de la relation de soins et tout ça, c'est tout du temps que tu vas passer avant à bien expliquer beaucoup de choses, à pas prendre beaucoup de décisions ou à sentir un peu quels sont les accords de la femme et qu'est-ce qu'elle ne donne pas comme accord. Et puis, effectivement, le jour de l'accouchement, c'est des aléas. Il n'y a rien qui est planifié et tracé sur une ligne droite. Et là, tu vas pouvoir beaucoup plus t'ajuster à ce que tu sais de la personne, mais il faut avoir
pris ce temps-là avant, quoi. Il faut avoir l'opportunité d'être la même personne. Ça, c'est quand même extrêmement rare pour les accouchements qui se passent à l'hôpital, que ce soit la sage-femme qui a été là potentiellement pour les consultations prénatales, qui soit là à la naissance. Je pense que c'est extrêmement rare. Oui, mais clairement. Que la relation de confiance se soit passée et que justement la femme elle ait eu potentiellement l'opportunité de déposer peut-être son histoire, ses besoins, ses craintes, etc. Mais voilà, pour ça il faut avoir l'opportunité d'avoir les mêmes personnes. C'est quand même extrêmement rare. Ouais. Donc cette formation pour les professionnels, elle va se mettre en place maintenant. Oui, c'est ça. Donc c'est un nouvel appel à subside qu'on a rentré. Et donc, elle va commencer au mois d'août par une partie en e-learning d'à peu près une journée. Et puis, elle va être suivie de 2 journées en présentiel pour vraiment pouvoir plus être dans les interactions et dans les échanges. La vocation, c'est qu'elle soit pluridisciplinaire et qu'on soit vraiment dans... On comprend quels sont les mécanismes à l'œuvre et comment est-ce qu'on peut faire de la prévention ou favoriser des situations où on va éviter ça, quoi. On aurait tous à gagner en tant que soignants à s'inscrire à cette formation, en fait. Mais évidemment. Donc il faut la transmettre à tous les soignants et soignantes autour de nous, repasser par les maternités où vous aviez donné les outcomes pour que justement... leur dire, vous vous souvenez, on est venu avec ça, mais maintenant on vous amène un outil qui potentiellement pourrait aider. Ça serait, dans un monde parfait, ça serait génial que chacun réponde et dise, évidemment, on va faire ça. Oui, c'est ça. D'autant plus qu'on va quand même innover par rapport aux formations médicales habituelles. Déjà, on n'est pas sur du savoir technique, hein, donc... c'est pas le métier de la plateforme. 2, je pense pas que ce soit l'objet... de ce type de formation. Et donc, on a construit un partenariat avec Enalux, qui est une haute école pour les sages-femmes et beaucoup d'autres professions médicales. Et dans ce partenariat, on conçoit un escape game. Donc, déjà, c'est un outil pédagogique très différent. Donc, ça, ce sera une des premières innovations. La deuxième, c'est qu'on va faire appel à du théâtre forum. L'idée est de sortir des outils un peu traditionnels du jeu de rôle ou de l'étude de cas ou de la simulation et de vraiment favoriser la recherche de solutions actives et aussi de tout ce qui se joue dans le relationnel, quoi. Ça a l'air franchement génial. On va communiquer là-dessus alors, hein. Je pense que c'est vraiment essentiel. Je sais pas, après, au niveau de la plateforme, vous allez continuer de toute façon à travailler sur tous ces sujets-là, j'imagine. Vous avez d'autres projets à l'avenir ? Alors... C'est déjà un gros truc là que vous êtes en train de mettre en place. Donc, en fait, la plateforme, c'est un peu comme la hotte du Père Noël, c'est-à-dire que des projets, on en a toujours 5000. Et puis des fois, il y en a un qui ressort plus. Et puis, il y en a un qui ressort plus. Alors, ce qu'on fait très souvent aussi, c'est... on essaye de participer à des colloques ou des stands et tout ça, donc pour continuer à informer et rencontrer le public. Potentiellement, donc on a rentré d'autres projets. On voudrait travailler sur quelque part les situations des mamans plus vulnérables. Donc là, on a rentré un subside, on verra, parce que c'est vrai que cette enquête, elle était très chouette, elle était subsidiée, mais... Quelque part, il y a juste le temps de la chercheuse qui a été subsidié, tout le reste c'était du bénévolat, donc autant dire que c'était plus que prenant. Et ici, on se rend compte qu'il faut qu'on puisse porter des projets en ayant du temps rémunéré, sinon on ne se respecte pas non plus, quoi. Parfait. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, un grand merci. Merci pour ce temps que tu nous as offert pour justement reparler de tout ce chemin pour la plateforme et puis ce travail sur les violences gynécologiques et obstétricales, en lien aussi avec moi le podcast que j'ai fait il y a quelques semaines sur ce sujet-là aussi. Merci de nous avoir parlé de cette formation et on va relayer tout ça sur le podcast et puis on ne sait jamais, à une prochaine fois. Oui, certainement. Merci. Merci aussi.
Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. C'était justement vraiment pour mettre en avant cette nouvelle formation qui se met en place. C'est vraiment une formation qui me semble hyper pertinente et c'est en plus dans ce contexte où on a encore une fois dénoncé les violences gynécologiques et obstétricales et où ça n'a pas été entendu correctement dans le sens où on a encore un peu minimisé le vécu des femmes. L'objectif de cette formation, c'est vraiment d'outiller les professionnels à comprendre, identifier les actes ou les situations qui peuvent être vécues comme des violences par les patientes dans le cadre des soins périnataux, et puis de proposer des outils pour prévenir et pour agir lors de ces situations. Et alors, tout au long de la formation, il y aura la possibilité et l'opportunité justement d'examiner les pratiques et puis celles qui sont observées aussi en utilisant différentes méthodes pédagogiques. Concrètement, le parcours, il est composé en 2 parties. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une première partie qui est vraiment en e-learning, qui est déjà assez conséquente et bien réalisée, mais à faire, comme c'est en e-learning, au rythme de la personne qui décide de le faire. Dans ce module, il y aura des podcasts, des vidéos, des témoignages, des exercices et des tests, et puis des ressources supplémentaires qui seront à disposition. Dans la deuxième partie, ça sera des journées en présentiel pour mettre en pratique justement les apprentissages qui auront été mis en avant avec le e-learning et justement dans une dynamique bienveillante, puis avec des méthodes pédagogiques qui seront innovantes parce qu'il y aura un escape game, un théâtre forum, donc c'est vraiment des journées qui seront assez ludiques et puis elles seront aussi l'occasion de débriefing et d'échanges, de rencontres et ça sera d'autant plus enrichissant s'il n'y a pas que des sages-femmes ou que des gynécos ou que des pédiatres, mais vraiment l'ensemble des professionnels qui sont présents dans ces moments si particuliers. Donc je vous laisse les informations en description de ce podcast. N'hésitez pas à aller cliquer, à aller visualiser et à aller voir. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette formation qui se soit montée, que ce soit en plus la plateforme citoyenne pour une naissance respectée qui est à la base une association qui était vraiment des usagères avec quelques professionnels qui ont mis en avant des problématiques autour des violences gynécologiques et obstétricales et des conditions de naissance. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper pertinent. Donc si jamais vous êtes sage-femme, gynécologue, pédiatre, ou même si vous avez l'habitude de travailler dans le monde de la périnatalité et que cette question-là, elle vous touche particulièrement, franchement, je vous invite à aller voir et pourquoi pas à soutenir, à suivre cette formation, voire à la relayer autour des professionnels autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.